D'abord. Je vois qu'il y en a qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas. Bonjour Géraldine. C'est Sergio. On commence dans une minute. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes en France, il pleut pas trop, j'espère. Ici, je vous avoue, il fait 32 degrés. On a mis la clim. Mais bon, c'est chacun son tour. Hein. Nous, c'est juillet-août où c'est l'hiver et on fait plus la tête. Voilà. Alors, on va attendre que tout le monde reste. Tout le monde n'est pas d'ailleurs, on va voir. Nous, on a une heure de décalage. Ici, il est 16 heures. À Marseille, il fait beau. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est la même chose dans toute la France et en Europe. Nos amis belges et suisses qui nous suivent, j'espère que c'est le cas aussi, qu'il fait beau partout. Bon, toi, Sergio, j'imagine qu'il fait beau à Fortaleza. Ça compte pas. Ok, Alors, on m'écrit. On va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire en direct des bureaux de Terra South Africa. Donc l'agence existe depuis un peu plus de 5 ans, elle a été créée en 2012. Et donc Laurie et moi-même allons vous présenter le pays dans lequel on vit et duquel on est tombé amoureuse. Donc Laurie est votre conseillère privilégiée sur l'Afrique du Sud et spécialiste du Botswana. Et moi je suis Lorraine, gérante de Terra South Africa. Donc la présentation va durer 25 minutes, pendant laquelle on va passer les régions d'Afrique du Sud. Vous avez le chat pour poser toutes vos questions, qui se situe juste en bas à gauche, et on répondra à toutes vos questions à la fin de notre présentation. Donc je laisse la parole à Laurie, qui va vous faire un rapide topo des atouts et des attraits de l'Afrique du Sud. Alors, donc, comme vous pouvez le voir déjà sur cette mosaïque de photos, l'Afrique du Sud a une immense diversité, aussi bien au niveau des paysages. Donc, dans la région donc, plus au sud, qui correspond en fait au Western Cape, donc on va retrouver une région viticole avec beaucoup de vignobles, avec une végétation assez luxuriante, et également un nombre impressionnant de plages donc, tout autour du Cap, donc des plages de sable blanc, tout ça. Et tandis qu'au nord, on va plus se rapprocher d'un paysage avec la savane, avec les montagnes et également le canyon, dont Lorraine en parlera plus tard. On a également une diversité, comme on peut le voir au niveau de la faune. Donc, plus au sud, on va avoir les baleines, on va avoir les requins et les pingouins aussi au Cap. Et plus au nord, on va se retrouver cette faune donc, typique de la savane avec les éléphants, les zèbres, les girafes et bien d'autres animaux. On a aussi une diversité sur le point culturel, parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud compte pas moins de 11 langues officielles, donc autant de cultures différentes qui créent un véritable melting pot, aussi bien au niveau des traditions qu'au niveau de la nourriture également, avec les plats typiques en fonction des différentes cultures. Donc ensuite, on va passer sur un petit point accessibilité. Donc pour l'Afrique du Sud, il est très simple. Donc on a plusieurs vols directs qui partent au départ de Paris, Zurich, Londres ou encore Amsterdam, donc qui arrivent directement au Cap et à Johannesburg. Donc c'est très simple. Souvent on peut partir soit le matin, soit le soir, et on passe dans l'avion. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on n'a pas de décalage horaire avec vous. Enfin, quand vous êtes en été, on n'a pas de décalage horaire, mais quand vous partez à l'heure d'hiver,
Là, on a 1 heure parce que nous, on ne change pas d'heure en fait. Du coup, on va avoir 1 heure d'avance sur vous. Donc, au niveau du jet lag, on s'en remet assez facilement. Aussi, au niveau du climat, donc dans le sud, donc toujours dans cette région du Western Cape, on va avoir un climat méditerranéen. Donc vraiment avec 4 saisons et donc un été qui s'étend de décembre jusqu'à à peu près mi-mai et un hiver qui vraiment commence en juin et qui termine du coup pardon, et qui termine du coup on va dire début septembre. Tandis qu'au nord, on va retrouver plutôt ce climat subtropical. Donc, on va vraiment avoir une saison sèche et une saison humide. Donc, la saison humide sera de décembre à février et la saison sèche sera donc de mai jusqu'à octobre. Donc, c'est vraiment là, la saison sèche, c'est la meilleure saison pour les safaris. Et Lorraine nous en parlera plus tard. Donc, ensuite, au niveau du rang. Donc, on avait le rang, il fluctue assez régulièrement, donc c'est un petit souci, mais récemment, on a réussi à se stabiliser autour de 1 euro. 1 euro égale 15 randes. Donc, on part un peu sur cette moyenne-là. Donc, ensuite, au niveau de l'Afrique du Sud, a cet avantage d'avoir une immense diversité au niveau de ses hébergements, donc de la gamme d'hébergements. Donc, on peut aller autant sur du 3 étoiles, donc de la petite maison d'hôte, très sympa, jusqu'aux 5 étoiles, 5 étoiles plus. Donc, vraiment, on a une large gamme, ce qui permet de s'adapter à chaque demande de nos clients. Au niveau gastronomie aussi, et ça c'est très important, surtout pour les Français, on a de très très bons restaurants. Donc au Cap, on a vraiment une large gamme de restaurants, dont le Potluck qui fait partie des 50 meilleurs restaurants au monde. C'est pas n'importe quoi, mais c'est vraiment de très très bons restaurants et beaucoup plus accessible qu'en France. Par exemple, en France, pour un restaurant gastronomique, on va mettre à peu près une cinquantaine d'euros. Ici, ça reviendra à une vingtaine d'euros. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, pour terminer au niveau du point de vue géographique, l'Afrique du Sud a cet avantage de pouvoir faire des combinés avec différents pays. Donc, par exemple, on peut faire un combiné avec Afrique du Sud, Namibie, pour le côté un peu plus sauvage, aventure. On a un combiné Afrique du Sud, Botswana. Donc ça, c'est vraiment pour les férus de safari qui veulent vraiment vivre le safari sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment un très très bon combiné. C'est deux expériences complètement différentes de safari. Ensuite, on utilise également donc, le combiné Afrique du Sud, Zimbabwe, notamment avec les Victoria Falls, donc les chutes Victoria, qu'on combine à l'Afrique du Sud. Il faut compter à peu près 2 jours pour faire les chutes Victoria. Et enfin, on a notre combiné Afrique du Sud, Mozambique. Donc ça, c'est plus pour le côté balnéaire, avec des plages de sable blanc, l'eau turquoise, cristalline. Donc c'est vraiment pour on conseille souvent ce combiné pour les lunes de miel. Ça se prête parfaitement. Donc maintenant, on va passer à notre produit phare, donc qui est notre circuit qui traverse toute l'Afrique du Sud et qui passe sur les incontournables de l'Afrique du Sud. Donc on commence au Cap et on termine à Johannesburg. Donc pour faire ce circuit, il faut compter à peu près 2 semaines pour le circuit en Afrique du Sud. Et ensuite, vous pouvez ajouter une extension au Chute Victoria. Donc là, on ajoute 2 jours pour faire l'extension au Chute Victoria. Donc, je vais commencer à vous parler donc, de la première étape. Donc, on va commencer le circuit au Cap. Donc, quand on pense au Cap, forcément, on pense à la montagne de la Table, comme vous pouvez le voir sur cette première photo. Donc, d'ailleurs, ce paysage-là, vous l'avez justement en faisant une excursion dans l'hélicoptère qui part du waterfront et du coup qui vous offre une vue sur tout Cape Town avec la montagne de la Table au fond et toute la ville devant. C'est vraiment magnifique. Donc, ensuite, donc là, on a différents points de vue de Table Mountain. On vous conseille vraiment de faire le funiculaire pour monter en haut de Table Mountain et avoir cette magnifique vue sur toute la baie et la ville. Vous pouvez également, donc pour les plus sportifs,
faire les randonnées. J'en ai testé quelques-unes. Et donc, il y a différents points pour partir en randonnée. Donc, soit vous partez du funiculaire, soit vous partez de l'autre côté de Cornouailles, mais c'est vraiment sympa à faire. Mais c'est pas non plus pour les débutants. Il faut quand même avoir une certaine condition physique. Ensuite, un autre lieu incontournable au Cap, c'est le waterfront. Donc, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez vous balader, faire les magasins, manger dans de très bons restaurants. Et en fin de journée, on vous conseille donc la croisière au coucher de soleil qui vous donne une vue sur toute la baie du Cap. C'est vraiment magnifique. Donc, vous partez sur un catamaran et vous vous baladez le long de la baie. C'est vraiment top. Donc là, on arrive donc à un de mes endroits préférés pour prendre l'apéro le soir. Donc c'est Signal Hill. Donc c'est une petite montagne qui a la vue sur, sur la montagne de la Table que vous voyez au fond et l'ANZ que vous voyez à votre droite. Donc Signal Hill, c'est très connu. Donc souvent les gens se rassemblent pour le coucher de soleil avec une petite bière ou autre, et puis on regarde le coucher de soleil. Mais on peut aussi y faire du parapente. Donc vous pouvez partez de Signal Hill en parapente et vous arrivez à Spring. Donc c'est vraiment sympa. Une autre activité à faire qu'on vous conseille, c'est de vous promener dans le quartier de Boca. Et pour ça, on a un petit produit spécial qui est donc en fait, vous faites un cours de cuisine, un Cap Malais, avec une habitante du quartier de Bocap. Donc, vous allez vraiment dans sa maison à Bocap, dans sa cuisine, vous cuisinez avec elle, et ensuite vous profitez donc du déjeuner ou du dîner en sa compagnie. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, l'Afrique du Sud, comme je vous disais avant, est très connue pour ses nombreuses plages. Donc, vous avez les plages donc, de Camp Bay, de Clifton, ou plus au sud, vers Norfolk. Ensuite, vous avez également la plage de Musenberg, qui est également donc, très connue pour ses petites maisons multicolores, donc ces petites cabanes multicolores, et c'est également le spot de surf au Cap par excellence. Donc si vous êtes amateur de surf, vous voulez faire une première fois de surf, c'est vraiment le spot à aller pour faire du surf au Cap. Ensuite, pour cette journée, en fait, vous partez faire la péninsule, vous allez passer par la fameuse plage des Pingouins. Donc, c'est une colonie de pingouins, en fait, qui a eu domicile sur la plage et qui maintenant y habitent à l'année. Donc, ils partent pas, ils sont là à l'année. Donc, c'est vraiment sympa, vous vous baladez sur la plage et puis les pingouins viennent à votre rencontre. Si vous nagez, ben, avec vous, tranquille. Donc, c'est vraiment une expérience assez unique. Donc, ensuite, pour l'un des points également très importants de la région du Cap, c'est ces vignobles. Donc, là, je vais partir de la région du Cap en général, parce qu'on va partir vers Stellenbosch, qui est une grosse production viticole. En fait, pour vous donner une idée, on va dire que l'ensemble viticole du Cap équivaut au vignoble bordelais. Pour vous donner un peu une idée, c'est équivaut au vignoble bordelais. Donc, on a également Frank Chouc, qui est très connu notamment par son histoire avec les Huguenots, qui sont donc les premiers protestants français qui ont amené les vignes et leur savoir-faire et qui ont du coup développé la vigne en Afrique du Sud. Donc, ça a vraiment ce côté historique. On le retrouve également, ce côté historique, dans les bâtiments, avec les bâtiments à l'architecture, comme vous pouvez le voir sur cette photo. L'architecture typique Cap Dutch, donc hollandaise, qui a été donc amenée lors de l'occupation hollandaise. Et ensuite, donc là, vous avez un autre exemple d'architecture hollandaise. Ensuite, on arrive du coup à les différents vignobles, vraiment énormément, donc souvent 2 jours, c'est pas trop pour faire les vignobles. Là, par exemple, vous avez donc le vignoble de Waterford. Donc, sa particularité de ce vignoble, c'est qu'il propose une dégustation de vin et chaque vin est accompagné d'un chocolat spécial. Donc, vraiment, vous dégustez votre vin et votre chocolat. Donc, c'est 2 dégustations qui se font très bien ensemble, je vais vous tester, et c'est vraiment très sympa. Et enfin, vous avez également la vallée de Constantia, qui est vraiment juste à côté du Cap. Donc, c'est dans la ville du Cap. Et donc, c'est toute cette région viticole. Et là, vous avez justement sur cette photo
mon vignoble préféré à Constantia, qui est Constantia-Glen. Donc c'est vraiment un petit domaine, donc très intimiste, mais qui a pour moi l'une des meilleures vues sur toute la vallée de Constantia et qui propose également de très bons vins et de très bons plateaux de fromage. Donc voilà. Donc pour cette première étape au Cap, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses à faire. Donc souvent, on conseille un minimum de 4 nuits, 5 jours au Cap vraiment pour pouvoir en profiter au maximum. Donc après cette première étape, vous prenez l'avion pour Durban, donc il faut compter 2 heures de vol. Et là, c'est Lorraine qui va vous présenter donc la région de KwaZulu-Natal. Donc je lui envoie la balle. Et voilà, on travaille sur des ballons, etc. Africa. Donc, moi je vais vous parler du KwaZulu-Natal. Alors, vous avez 4 attraits à la région. Le premier, Durban. Le second, Saint Lucia et le parc Isimangaliso. Le troisième, le parc de Schuchloe-Mpolosi. Et le dernier, le parc du Drakensberg. Donc, Durban, qui est la photo que vous voyez à gauche, c'est le point d'entrée dans la région. Et vous avez même des vols en direct depuis les Émirats. Avec Emirates, vous avez des vols directs Dubaï-Durban. Donc, c'est parfois bien pratique pour partir d'Europe. Ensuite, vous avez Saint Lucia, qui est très connu. C'est très connu pour son estuaire, d'où on peut observer de très près les hippopotames et les crocodiles avec des croisières sur l'estuaire, justement. Et c'est aussi la porte d'entrée au parc Isimangaliso, qui est un parc humide, car il y a plusieurs plaines inondées. Et ce parc, en fait, longe toute la côte, entre Saint Lucia jusqu'à la frontière avec le Mozambique. Et c'est très réputé pour c'est un parc et très réputé pour l'observation des oiseaux, comme les flamants roses que vous voyez actuellement. Un autre parc de la région, le parc Schuchloe-Mpolosi. On dit Schuchloe et pas Louloué comme certains le disent parfois, parce que le H en zoulou se dit che. Un parc dans lequel on peut trouver les Big Five, évidemment. On reviendra sur les Big Five un peu plus tard. Et très réputé pour l'observation de rhinocéros. C'est un parc où on peut voir beaucoup de rhinocéros. Pour y être allé, je n'ai jamais vu autant de rhinocéros dans un endroit aussi concentré. Et donc le dernier point, c'était le parc du Drakensberg. C'est un parc naturel, il n'y a pas d'animaux. Il fait frontière avec le Lesotho et c'est donc un massif montagneux. On l'appelle aussi la Petite Suisse. C'est vraiment un paradis pour les randonneurs. Et mon coup de cœur, c'est vraiment au nord, le parc du Royal Natal, avec cette formation rocheuse qui forme une falaise en forme d'amphithéâtre, comme vous voyez sur la photo. Et c'est de là que partent plusieurs randonnées qu'on a testées, Laurie et moi, et notamment la Tugela Falls. C'est une randonnée qui part de la vallée et qui arrive au pied de la falaise, d'où vous pouvez observer donc la chute d'eau qui s'appelle Tugela. Vous avez aussi d'autres randonnées qui partent de l'autre côté de l'amphithéâtre pour arriver jusqu'au sommet. C'est la randonnée Sentinelle, et donc c'est un peu plus pour les assidus, parce que voilà, vous passez quelques échelles, quelques chaînes, voilà, c'est vraiment une randonnée pour les habitués. Et enfin, je parlerai juste de la côte qui se situe entre Durban et Richards Bay, qu'on appelle la Dolphin Coast. C'est une côte de sable, de plage, et l'eau est chaude à cet endroit-là. On est déjà sur l'océan Indien et vous pouvez vous baigner toute l'année. Contrairement au Cap où l'eau est très froide, la région d'Urban et la Dolphin Coast jouissent d'un climat vraiment très agréable. C'est à cet endroit-là qu'en Afrique du Sud, il fait le plus beau et chaud. Alors, on se dirige un peu plus au nord. On va du côté du royaume du Swaziland. Je dis royaume car il est actuellement dirigé par un roi qui s'appelle Mswati III. C'est vraiment un pays très montagneux, très vert, comme vous pouvez le voir, et très attaché à ses traditions et à sa culture swazi. Donc, c'est vraiment une étape
on recommande d'ailleurs 1 ou 2 nuits. 2 nuits, c'est mieux. Mais c'est vraiment une étape sur laquelle on acte vraiment sur la culture. Et on a dégoté des petits bijoux, des excursions opérées par un Français d'ailleurs qui est là-bas depuis un certain temps et qui part en fait avec vos clients dans les montagnes, dans les villages choisis, à leur rencontre. Vous partagez en fait un moment de vie avec eux. Donc, l'excursion est complètement dépendante des événements du moment en fait. Si vous tombez pendant les célébrations des roseaux, vous assisterez à la danse des roseaux. Si vous êtes en période scolaire, vous pourrez aller visiter une école. Si l'excursion tombe un dimanche, vos clients iront dans une église et pourront assister à du gospel. Donc voilà, donc c'est vraiment une excursion atypique et authentique qu'on recommande vraiment. Et pour finir au Swaziland, quoi de mieux que de dormir dans des beehives, qui sont des huttes traditionnelles swazis, comme vous voyez sur la photo, et qui sont faites en paille. Alors on dirait qu'il faut rentrer à 4 pattes, mais il y a vraiment des huttes pour dormir, et vous êtes comme dans une chambre d'hôtel, le confort y est. Voilà pour le Swaziland. On se dirige un peu plus au nord, au parc Kruger, donc le fameux parc Kruger, qui est de la taille de la Belgique. Alors je vous laisse imaginer la taille du parc par rapport au reste de l'Afrique du Sud. Donc le parc Kruger, on rappelle bien sûr les Big Five, qui sont à l'origine en fait les 5 animaux les plus difficiles à chasser: le buffle, l'éléphant, le lion, le rhinocéros et le léopard, dont vous ne verrez pas de photo car je n'en ai jamais vu, mais tout le monde voit à peu près ce qu'est un léopard. Je voulais aborder un point qui est souvent posé par les agents, la différence entre le parc national et les réserves privées. Donc tout autour du parc Kruger, vous avez des réserves privées adjacentes qui sont plus ou moins grandes et qui sont parfois ouvertes, parfois fermées au parc. Alors, si vos clients dorment dans le parc national, ils vont être dans des restcamps, des camps d'État, où le logement est assez sommaire, comme vous voyez sur la photo. Il n'y a pas de pension et vous faites les safaris par vous-même, en fait, avec votre véhicule. Contrairement aux réserves privées, où là, vous êtes dans un lodge et il n'y a que les clients des lodges présents dans la réserve qui ont accès à la réserve. Donc le confort est total, vous arrivez, vous êtes pris en charge du début à la fin de votre séjour, vous êtes en pension complète et vous avez 2 safaris par jour, 4x4 avec ranger. Donc à mon avis, pour une expérience complète de safari, il faut dormir à la fois en réserve privée et dans le parc Kruger. Ça a aussi son charme de chercher les animaux par soi-même, surtout quand vous êtes en famille avec les enfants, c'est sympa de faire ça en famille. Donc voilà, faire les deux, c'est un bon combiné et on recommande vraiment minimum 3 nuits pour faire de safari afin de voir vraiment toute la panoplie d'animaux. Ensuite, on se dirige un peu plus à l'ouest. La porte d'entrée du parc Kruger, c'est vraiment le Black River Canyon. Donc c'est le 3e plus grand canyon au monde, après le Grand Canyon des États-Unis et le Fish River Canyon en Namibie. Donc vous pouvez visiter le Black River Canyon grâce à la route panoramique qui longe le canyon. Et de cette route panoramique, vous avez des accès à différents points de vue sur le canyon. Donc le relief de la région permet de faire plein d'activités outdoor et pour les plus sportifs, c'est un régal. Donc vous avez du rafting, de la tyrolienne, vous pouvez faire de l'hélicoptère, de la montgolfière, des croisières sur la rivière Blythe que vous voyez là. Voilà, c'est vraiment une étape tampon, je dirais, entre votre arrivée à Johannesburg et le début des safaris au Kruger. Et enfin, donc notre extension, c'est les chutes Victoria, qui sont donc, comme vous voyez, à 1h35 de vol. Donc les chutes Victoria se situent à la fois au Zimbabwe, qui est sur la gauche, et
en Zambie, qui est sur la droite. Les deux pays sont reliés par un pont au milieu, et en face, vous avez la faille où tombent les chutes Victoria. Alors, bien sûr, vous voyez que donc côté Zimbabwe, les chutes sont un peu plus larges. On voit plus les chutes Victoria côté Zimbabwe que côté Zambie. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que en Zambie, on voit un peu moins les chutes. Moi, je voulais surtout vous rappeler les saisons en fait pour les chutes Victoria. Donc, vous avez deux saisons, les basses eaux et les hautes eaux. Les hautes eaux, ce sont de février à juillet. Et les basses eaux, c'est donc de août à janvier. À noter que le niveau le plus bas est en novembre jusqu'à début décembre. Donc après, tout dépend comment vos clients souhaitent voir les chutes. Est-ce qu'ils souhaitent voir les chutes avec beaucoup d'eau? C'est vrai que le débit est très impressionnant. Donc pendant la saison des hautes eaux, c'est là où c'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils y aillent. Mais à noter que en fait, il y a une écume qui remonte de la gorge qui cache en fait la vision des chutes. Donc on voit un peu moins bien les chutes pendant les hautes eaux. Alors que pendant les basses eaux, l'écume est moins importante, donc on voit mieux les chutes, mais le débit de l'eau est moins. Voilà, donc c'est selon le choix des clients. Pour ma part, je pense que le meilleur point de vue pour les chutes, finalement, c'est pas de la terre, c'est du ciel. Et donc, pour ça, on peut vous proposer, bien sûr, des excursions en hélicoptère, en ULM, pour une meilleure vision de ces magnifiques chutes Victoria. Une question qui se revient souvent, le visa. Il y a besoin d'un visa pour aller au Zimbabwe ou en Zambie, mais celui-ci se prend à l'aéroport. Pas besoin de faire des démarches au préalable, pas besoin de visa depuis en partance de la France. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre circuit classique qu'on appelle l'essentiel de l'Afrique du Sud, où vraiment vos clients ont un aperçu des incontournables du pays. Donc voici la petite équipe qu'on a au Cap, donc une équipe féminine, comme vous pouvez le voir. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et surtout pour aborder d'autres régions on n'a pas abordé, enfin, pour parler d'autres régions qu'on n'a pas abordées pendant ce webinaire. On répondra avec plaisir à toutes vos questions. On est à votre disposition par mail, par Skype ou par téléphone. Voilà, donc on va répondre à vos questions que vous avez posées sur le chat. Oui, il y a Serge qui demande quelle idée de budget pour les vols intérieurs ou interpays dans le cadre d'un combiné. Alors, les vols intérieurs, c'est vraiment pas cher. En Afrique du Sud, vous avez tous les prix, mais les premiers prix tournent autour de 1000 rand, ce qui fait environ 80 €. Environ 80 €. Donc, c'est vraiment pas cher de faire parce qu'il y a beaucoup de concurrence. En fait, il y a beaucoup de compagnies aériennes, beaucoup de concurrence. Donc, le vol intérieur, le Cap Johannesburg, le Cap Durban-Johannesburg, c'est vraiment intéressant. En revanche, pour les combinés, les vols interpays, là, il va falloir compter un peu plus. Par exemple, pour faire une extension au Mozambique, il faut compter 3000 rand pour des vols au départ de Johannesburg ou Nelspruit. Les vols pour les chutes Victoria aussi coûtent assez cher. Il faut compter 4000 rand pour faire. Je dis aller simple. Ouais, aller simple. Donc, ouais. C'est pour ça qu'une extension chute Victoria est assez chère en soi. Ensuite, il y a Jean-François qui demande avez-vous des circuits VTT? Des circuits VTT, dans la totalité VTT, non. Par contre, on peut faire un circuit avec quelques excursions vélo. Ça se fait beaucoup, et notamment une excursion à Soweto. Oui, à Johannesburg. À Johannesburg pour visiter le township de Soweto. Ça, c'est vraiment une excursion sympa à faire en vélo. On peut visiter le Cap en vélo, mais un circuit total VTT, on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Voilà. Aurélie demande proposez-vous des circuits qui vont jusqu'au Botswana?
Oui, oui. On propose des circuits soit combinés avec l'Afrique du Sud, soit des circuits Botswana complets, donc départ Botswana et fin Botswana. Donc en effet, on a pas mal de large gamme déjà de circuits pour donner une première idée et on propose en effet le Botswana. On espère que le Botswana fera partie d'un prochain webinaire. Voilà, on fera peut-être un prochain webinaire là-dessus. Morgane demande, proposez-vous de l'hébergement camping et des safaris à pied? Alors, l'hébergement camping, non. Le minimum qu'on propose, c'est vraiment l'hébergement rest camp, en camp d'état dans le parc national. Et la deuxième question? Y a-t-il des safaris à pied? Des safaris à pied, oui, il est possible de faire des safaris à pied avec certains lodges dans des réserves privées. Donc, les safaris à pied se font avec des plus petits groupes et les rangers sont armés, toujours, parce que, bien sûr, un safari à pied, on est vulnérable, contrairement aux véhicules 4x4. Donc, oui, c'est possible de faire des safaris à pied dans les réserves privées. Et c'est même c'est une super expérience. C'est vraiment recommandé. Quand on en a un peu marre du 4x4, vraiment, le safari à pied, c'est autre chose. Et puis, en fait, pendant le safari à pied, vous avez une autre vision de la savane parce que le ranger va vous expliquer beaucoup plus de choses sur la végétation, chose qu'il ne fait pas en fait pendant le safari 4x4. Donc, c'est carrément une expérience différente. C'est vraiment à recommander. Stéphanie demande, il me semble qu'il existe un train entre Johannesburg et le Cap, est-ce que vous me le conseilleriez? Ah, mais ça, c'est le gros ça. Alors vous avez des trains entre, alors c'est pas Johannesburg, c'est Pretoria, la gare est à Pretoria, jusqu'au Cap. Il y a à la fois le Robo Train et le Blue Train. Les deux font les mêmes trajets, mais les deux sont très différents. Le Robo Train, c'est vraiment dans le style Orient Express. Voilà, c'est vraiment un style ancien, c'est très luxueux. On demande aux hommes de s'habiller avec une cravate le soir, les dames en robe de soirée. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'esprit du Robo Train. Le Blue Train, c'est beaucoup plus moderne. On n'a pas cette exigence de dress code. C'est vraiment le Blue Train, c'est un train qui est d'ailleurs un peu plus rapide que le Rovos. Vous rejoignez Cape Town ou Pretoria selon le sens un peu plus rapidement. Voilà, les deux se font. C'est vraiment une expérience sympa à faire. Attention au budget parce que c'est assez cher comme produit. Donc, il faut bien cerner le budget et le train ne part pas tout le temps aussi. Vous avez des dates de départ, c'est pas quotidien. Il faut bien caler le circuit en fonction des dates de départ. Virginie demande s'il y a des vols directs le Cap Kruger. Oui. Le Cap Nesroute ou le Cap Haute-Route. Ça dépend si vous êtes plus au nord ou au sud du Kruger. Mais en effet, on a des vols directs. On peut revenir, si vous voulez, sur la carte. Voilà, vous avez un aéroport ici, qui est Nelspruit. Vous avez un aéroport un peu plus au nord, ici, on ne voit pas, c'est Houtspruit. Et vous avez un aéroport à l'intérieur du parc Kruger, qui est le Skukuza Airport. Voilà, vous avez 3 aéroports pour rejoindre le parc Kruger. Et ils sont tous les 3 reliés par des vols directs depuis le Cap. Stéphanie demande si les paysages en valent le coup. Les paysages en valent le coup, ça Quelle partie? En Afrique du Sud? Bien sûr. Je pense que les photos ont parlé d'elles-mêmes. Vous avez vraiment une grande diversité de paysages. On peut peut-être revenir sur la première photo qui montre un peu la diversité de paysages en Afrique du Sud et de faune et de flore, comme on avait parlé, Laurie. Non, c'est vraiment magnifique, aussi bien au niveau des paysages que c'est vraiment très très beau. Stéphanie, donc, qui a posé cette question, précise en train, parce que les paysages pardon. en train. D'accord. Alors c'est vrai que les paysages en train, en général, les gens étaient un peu déçus. Le train traverse des régions très désertiques de l'Afrique du Sud, donc ils vont de Pretoria et ils traversent comme ça par Kimberley des plaines très arides. On traverse le Free State, qui est l'état le moins peuplé en Afrique du Sud. Et vers la fin, vous arrivez du côté des vignobles, donc c'est là que les paysages commencent un peu à changer. Et ce qui est magnifique, bien sûr, c'est l'arrivée au Cap,
parce que vous arrivez, vous voyez au loin la montagne de la Table. Voilà, c'est vrai qu'entre les deux, c'est assez plat et désertique. C'est pour ça que parfois, des clients nous demandent le train qui fait Pretoria-Victoria Falls. Ça aussi, c'est aussi l'Eurovos qui le fait. Et ça passe par des paysages un peu plus variés, au Zimbabwe dans un sens, au Botswana dans l'autre. Et là, vous pouvez proposer quelque chose de plus attrayant. Aurélie demande si vous connaissez des lodges qui proposent des safaris à cheval. Oui, vous avez des safaris, alors pas tous, hein, vraiment quelques-uns. Qui propose Voilà, c'est au sud du Kruger. vous avez un lodge au sud du Kruger, vraiment tout au sud ici, vers Nelspruit, qui propose des lodges, des safaris à dos de cheval sur la demi-journée ou sur 2 heures et demie, je crois. Géraldine demande, quand on conclut une étape par le Swaziland, y a-t-il besoin d'un visa ou autre démarche administrative? Est-ce que le passage de la frontière est facile? Alors, donc pour le Swaziland, le passage de frontière, ça dépend du nombre de voitures ou pas, mais on n'a pas eu de soucis majeurs dernièrement. Et pour le visa, il n'y a pas besoin de visa spécifique pour le Swaziland, comparé au Sud Victoria, mais le visa qui est délivré à l'aéroport directement. Non, au Swaziland, non. Martine demande quelle réserve privée vous pourriez lui conseiller. Alors dans la région du Kruger, on a le Stuyvesant qui est très connu notamment pour ses léopards. Pour l'observation des félins. Voilà. Ouais. Lorraine va y aller bientôt pour voir le fameux léopard. Ensuite, Sinon, en fait, moi, je vous recommanderais finalement des réserves qui ne sont pas du côté du Kruger, qui sont au nord-ouest de Johannesburg, et notamment le parc du Pilanesberg, et des réserves un peu plus au nord, qui sont les réserves de Velredfontein. Voilà, c'est des plus petites réserves, mais vous avez de très très beaux lodges à l'intérieur. Et les safaris sont vraiment d'aussi bonne qualité. Pour moi, ils n'ont rien à envier au parc Kruger. Les animaux sont autant présents. Et étant donné que c'est moins connu, vous avez moins de monde. Donc, moi, je recommande vraiment d'autres réserves que le Kruger, qui parfois en haute saison, c'est un vrai challenge de trouver de la place. Serge demande s'il y a des problèmes de sécurité en Afrique du Sud et si vous lui recommanderiez la destination dans le cadre d'un voyage en famille. Alors, l'Afrique du Sud, c'est vrai, a cette mauvaise réputation. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème de sécurité. À partir du moment où vous prenez bien sûr des mesures de sécurité classiques, hein, comme dans toutes les grandes villes, on ne se balade pas avec un appareil photo autour du cou. Enfin voilà, on ne cherche pas la tentation. On évite les zones de gare ou les townships, mais de toute façon, vous n'avez pas de raison d'y aller. Les townships sont comme des bidonvilles, comme des favelas au Brésil. Vous n'avez pas vraiment de raison d'y aller seul. Donc, en dehors en fait des villes, en dehors de Johannesburg, Pretoria, Durban et Cape Town, quand vous êtes sur la route, il n'y a aucun danger. À la limite, le plus grand danger, c'est les animaux. Les animaux, voilà. Faut rester vigilant et pas ouvrir les fenêtres. Mais sinon, en dehors des villes, aucun problème de sécurité. Et pour avoir fait voyager déjà beaucoup de familles, il n'y a aucun problème. Les gens sont ravis et n'ont pas eu de soucis. Martine, qui demandait quelle réserve privée vous pourriez lui conseiller, demande, vous avez dit Pilanesberg et Velredfontein. Ça ne s'écrit pas comme ça se Non. prononce. C'est W-E-L. Non, W-E-L-G-E-N-V-O-N-D-E. Voilà, c'est un nom un peu barbare, c'est un nom afrikaans, qui est donc la langue des Afrikaans. Des Afrikaners, pardon. Des Afrikaners. C'est une réserve qui est, vous pouvez le voir, c'est à côté de la réserve à côté du parc du Marakele.
Voilà, vous verrez le parc du Maraquet, qui est un très beau parc, c'est juste une réserve privée à côté. Stéphanie demande si vous avez des circuits particuliers pour des amateurs de vin. Ah oui, oui, on a des circuits qui sont totalement dédiés donc à la découverte du vignoble sud-africain. Donc, ils nous emmènent sur à peu près 8 jours. Donc, on part sur une base de 8 jours et là, vous partez vraiment à la découverte donc, de cette région viticole qui a cet avantage d'être complètement située dans le Western Cape. Donc, vous n'avez pas d'avion à prendre, tout ça, tout se fait assez facilement. Et c'est vraiment de très, très bons, très belles régions. Et on a notamment, par exemple, le Chenin Blanc en 2015. Il y a eu ce grand salon qui s'est tenu à Bruxelles et c'est un vin sud-africain qui a gagné. Donc, on a vraiment de très, très bons vins et de très beaux circuits viticoles. Morgane demande s'il faut un permis international pour conduire en Afrique du Sud. Alors, permis international, c'est quelque chose qui ne sera pas demandé par le loueur de voiture pour louer une voiture en Afrique du Sud. Voilà, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous être demandé lors d'un contrôle de police sur la route. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas de permis international. Je circule en Afrique du Sud sans permis international. Le seul permis qui fait foi en Afrique du Sud, c'est le permis rose. C'est notre permis français, donc, ou européen. Donc, le permis international n'est vraiment pas requis. Ensuite, si les clients l'ont, c'est mieux. S'ils ne l'ont pas, c'est pas grave. Ça ne doit pas empêcher de venir en Afrique du Sud. S'ils se font arrêter sur la route par la police et qu'ils n'ont pas leur permis international, ils écoperont d'une petite amende, mais rien de grave. Et vraiment, je sais pas pourquoi en ce moment tout le monde nous pose cette question, mais vraiment, faut pas s'inquiéter pour le permis international. Stéphanie demande le budget des circuits pour les amateurs de vin. Alors, on part sur une base, donc si on va partir sur une base en euros, on part sur du 2000 €. Si on veut une gamme dans du 4 étoiles. Voilà, c'est une base, une première base, mais on partirait sur du 2000 €. Hors vol international. Hors vol international. En circuit libre. En circuit guidé. En circuit guidé. En circuit guidé avec un professionnel. C'est bon? Non, je crois qu'il y a. Non, il y en a une. Géraldine demande comment rassurer les voyageurs qui nous parlent de la sécheresse en Afrique du Sud et l'hystériose. Alors, je me demandais pourquoi on n'avait pas encore eu cette question. Merci Géraldine. Merci Géraldine. Alors, oui, la sécheresse, là c'est en ce moment le grand sujet. Alors, une première précision, ce n'est qu'au Cap. Ce n'est que la ville du Cap. À 80 km du Cap, à Hermanus ou même dans les vignobles, ils ne sont pas touchés. Donc, il va y avoir des restrictions d'eau. À l'heure actuelle, on a un peu de mal à vous répondre sur comment ça va se présenter. On nous parle d'un D0, le jour où il n'y aura plus d'eau, qui est apparemment le 12 avril pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas changé nos habitudes. On prend des douches. L'eau coule. Non, on a quand même un petit peu changé nos habitudes. On fait attention à la consommation d'eau parce qu'on est passé à 50 litres par jour par personne, mais ça reste raisonnable. On peut se doucher, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais oui, il faut faire attention à sa consommation d'eau. Et dans tous les cas, on a eu justement un webinaire aussi, pareil, avec le ministère du Tourisme, qui disait que donc le centre du Cap ne sera pas touché par les coupures d'eau en avril, ainsi que le waterfront. Donc, il faut vraiment relativiser. On est en train d'avoir des solutions, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment en dire plus à ce sujet. On pourra en dire plus un peu plus tard, mais nous, au bureau, on est toutes confiantes. On a foi dans le Sud-Alpes. Ils savent toujours se débrouiller face à leur nature qui est assez capricieuse. Il y a 3 ans, le Cap vivait de gros problèmes d'électricité. L'électricité était coupée tous les jours, 2 heures par jour. Et ils ont su faire face. Donc moi, je suis confiante dans les Sud-Alpes, ils vont trouver une solution. Voilà. Morgane demande votre avis sur la région du Karoo. Alors, la région du Karoo, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que sinon ça faisait un peu trop long.
c'est en fait une région par laquelle on passe quand on fait le circuit de la route des jardins, qui est un circuit, je vais revenir sur, voilà. Donc c'est un circuit qui part du Cap et qui arrive jusqu'à Port-Elizabeth. Et la région du Karoo, c'est toute la région autour de Outrun. C'est une région très aride et très réputée pour les autruches. Vous avez différentes activités autour de l'animal, mais c'est une étape incontournable du circuit Route des Jardins entre le Cap et Port-Elizabeth. Voilà, c'est très sympa. Nous, on recommande 1 ou 2 nuits, voilà, pas plus. C'est très aride et voilà. Elle demande aussi ce que vous pensez de la région entre Cederberg et Namaqualand. Alors, entre le Cederberg et Namaqualand, il n'y a pas grand-chose. En général, on fait d'une traite. Là, le Cederberg, c'est vraiment la chaîne de montagne qui est au nord du Cap. Bah, d'ailleurs, c'est la chaîne de montagne c'est la même chaîne de montagne que les vignobles. Elle monte jusqu'à Clanwilliam à peu près. Et le Namaqualand, c'est au niveau de Springboks, voilà, tout en haut, à la limite avec la frontière de la Namibie. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. C'est aussi très désertique. Donc, on n'aura pas d'étape à vous proposer entre le nord du Cederberg et le Namaqualand. En revanche, le Namaqualand, il faut vraiment y aller pendant la saison des fleurs, qui est de mi-août à fin septembre. Voilà, c'est là où vous avez des immenses prairies remplies de fleurs. Et donc, vraiment, c'est pour les amateurs de botanique, c'est vraiment un paradis. Non, plus de questions. Écoutez, c'était un plaisir de faire ce webinaire et encore une fois, toute l'équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et puis, si notre webinaire vous a donné l'envie de venir découvrir ce pays à l'extrême sud du continent africain, avec grand plaisir, on vous organisera un séjour. On est à votre disposition. À votre disposition. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail et puis on y répondra directement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.